Bonjour tout le monde. Martin Geoffroy, directeur du Centre d'expertise et de formation sur les intégrismes religieux, les idéologies politiques et la radicalisation. Euh, Troisième épisode des capsules Dialogue sur la recherche que j'ai commencé en cette année de pandémie qui se prolonge. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de plaisir à recevoir Bertrand Vidal, qui est professeur à l'Université de Montpellier 3 et qui a écrit un livre et plusieurs articles aussi, mais qui a écrit un livre qui m'a beaucoup intéressé et qui a inspiré mes propres recherches, qui s'appelle Survivalisme. Êtes-vous prêt pour la fin du monde? C'est quand même quelque chose. Et le survivalisme, bon, on en parle depuis un certain temps, mais disons que pendant la pandémie, ça prend un tout autre sens jusqu'à un certain point parce que, et c'est un peu la première question que j'aimerais vous poser, est-ce que pour les survivalistes, la pandémie, on a l'impression que pour un survivaliste, la pandémie, c'est comme un peu la réalisation quelque part de son fantasme? Parce que ce que vous dites dans votre livre, attendez, le Teotihuacan, The End of the World as We Know It, est-ce qu'on serait, selon les survivalistes, dans cette pandémie, dans The End of the World as We Know It? Bonjour et merci de l'invitation. Oui, pour vous répondre, en fait, il y a deux versants, on va dire. Il y a deux versants. Ce n'est pas dans le livre, ça, mais juste avant le premier confinement, j'ai assisté à des conseils de crise, en fait, à l'université, où on préparait, en fait, le confinement, les distanciels et autres. Et je n'ai profité parce que les infos, les news étaient assez terribles, ce qu'on entendait à la télévision. On pensait que ça allait être le Teotihuacan, hein, la fin du monde tel que nous le connaissons, comme disent les survivalistes. Et j'en ai profité à la fin de ces réunions pour aller voir mes contacts survivalistes, en tout cas ceux qui étaient à l'université. Et immédiatement, ils m'ont dit, bon, ça y est, c'est le moment. Certains m'ont dit, ça y est, c'est le doomsday, vivement, je me suis enfin préparé. Certains m'ont même donné rendez-vous dans des lieux un peu secrets en disant, bon, voilà, quand tout va s'écrouler, il faudra se retrouver sur la plage à Palavas, pour tout vous dire, à côté de Montpellier. Alors oui, dans un premier temps, les survivalistes étaient vraiment là-dedans, hein, dans cette idée qu'ils s'étaient enfin préparés, que l'événement pour lequel ils s'étaient préparés, dans lequel ils avaient accumulé des vivres, des stocks, des compétences, beaucoup, souvent des savoir-faire, disent-ils, hein, était là. Cependant, on ne s'est pas écroulé, ou en tout cas l'imaginaire qu'il développe, parce que derrière le Teotihuacan, il y a toute une question d'imaginaire. À Montpellier, on étudie beaucoup la question de la sociologie dite de l'imaginaire. Ce n'est pas le faux, ce n'est pas le fantasme, au contraire, ce sont un réservoir d'images, un réservoir de fantasmes qui nous orientent dans le quotidien, dans nos pratiques. Et dans l'imaginaire survivaliste du Teotihuacan, il y avait le fait, l'idée que un jour ou l'autre, la société allait s'effondrer, la civilisation, le mince vernis de civilisation allait s'écrouler et on allait laisser place au retour de la barbarie. L'homme allait redevenir un loup pour l'homme et certains le disent, hein, dans les supermarchés, on allait dans les supermarchés, dans les hôpitaux, devant les pharmacies, on allait on allait être face à des guérillas urbaines, etc., etc. Hein, il fallait se défendre ou fuir, comme le disent les survivalistes, fuir toute cette société. Cependant, on l'a bien vu pendant le premier confinement, pendant le deuxième, peut-être le troisième et autres, on verra plus tard. Non, ça ne s'est pas passé. Notre système critiqué par les survivalistes a toutefois été résilient. Notre société capitaliste de la consommation a perduré, même certains disent les économistes, les GAFAM n'ont cessé de croître, hein, pendant cette Ouais. pandémie. Donc on est face à quelque chose de paradoxal. On échange, comme vous l'avez dit, maintenant face à des écrans. Donc on a encore plus dématérialisé la société, ce qui est critiqué par les survivalistes qui veulent un retour au réel, qui veulent un retour au palpable, à la présence, comme le dit l'ethnologue Ernesto de Martino. Et donc, comment a-t-on survécu? Non pas en partant dans la forêt, en fuyant, en s'armant
matériel, d'armes, de couteaux, de cordes ou de savoir-faire, mais plutôt en restant cloîtré chez nous, devant Netflix, en commandant des Uber, en faisant livrer des pizzas, des choses comme ça. En fait, il y a eu deux mouvements. Beaucoup voyaient dans un premier temps dans l'effondrement potentiel lié à la pandémie, une opportunité. Une opportunité pourquoi? Parce que les survivalistes, de ce que j'ai pu analyser, un appel à la catastrophe, sont désireux de cette catastrophe, étant donné qu'elle viendrait faire ce qu'on appelle en philosophie une tabula rasa de tous nos problèmes, de tous les problèmes de la société, de toute notre aliénation liée à la société consumériste, liée à la technique, et on pourrait derrière l'effondrement se retrouver. On pourrait se retrouver soi-même, ses propres compétences, retourner à la nature, retourner à nos origines, parce que beaucoup de survivalistes revendiquent les origines comme une solution, ou c'était mieux avant, le retour en arrière. Cependant, ça ne s'est absolument pas passé. Maintenant s'ouvrent de nouvelles problématiques, j'ai l'impression survivalistes, comme quoi cette pandémie était un complot, mais comme quoi il y a des secrets derrière les vaccins et autres, mais ça, je pense que vous êtes plus spécialiste que moi sur ce sujet. Mais quand vous parliez de... Est-ce que vous êtes en train de dire que chez les survivalistes, on est en train de virer un peu dans le complotisme, quoi? C'est ça que vous sous-entendiez? Vous n'étiez pas... Pas tous les survivalistes, en Ah tout non, c'est cas. ça, OK. Certains, oui. C'est Mais une pensée paradoxale, j'ai l'impression, le survivaliste, parce qu'on a une pensée, ce n'est pas dans le livre, mais quand j'ai rencontré les premiers survivalistes, c'était des collègues à l'université. C'était des collègues. OK. des collègues, des chargés de cours comme moi. Ah oui. Je n'étais pas encore titulaire, j'étais doctorant, j'ai commencé mon étude en 2012, je terminais ma thèse sur les imaginaires des catastrophes dans les médias. La thèse avait pour objet comment en fait on traite d'événements catastrophes qui par définition sont de l'ordre de l'indicible, donc comment on dit l'indicible ou de l'irreprésentable, contrairement à l'accident qui est assuré, qui est représentable, qui est quotidien dans notre vie de tous les jours. Et donc, j'avais émis l'hypothèse que c'était via l'imaginaire. Dans la région de Montpellier, donc en France, on a ce qu'on appelle des épisodes cévenols. Ce sont des inondations qui proviennent du massif montagneux au-dessus, un peu plus au nord, des Cévennes, et qui arrivent assez souvent. Et le système assurantiel de nos sociétés ont du mal à le prendre en charge. On ne sait pas trop quand ça arrive, donc on sait que c'est vers la fin de l'été qu'il y a des fortes pluies, mais ça peut arriver au fin août, comme ça peut arriver début décembre en fait. On est assez surpris, c'est incalculable. Et toujours le journal local, le Midi Libre, va titrer la même chose, le déluge avec un D majuscule. Et donc on fait référence pour comprendre, pour accepter l'événement. Donc tout ça, c'était l'objet de ma thèse. Et en discutant en fait avec mes collègues, en discutant avec des administratifs, avec des enseignants, j'ai j'ai connu un univers particulier, celui du survivalisme, où j'avais l'impression d'être dans cet imaginaire de la fin du monde, cet imaginaire de la catastrophe. Ce qui était intéressant, c'était que des individus qui pourrait-on dire, appartenir à une classe dite cultivée, des individus population assez cultivée, se renseignaient sur l'état du monde, qui étaient tous, tout ce que j'ai pu rencontrer avait un niveau post-bac, qui était assez bien intégré dans la société, donc qui réfléchissaient. Tous les survivalistes que j'ai rencontrés, et en France ce n'est pas absolument le cas, avaient une bibliothèque où on n'allait pas retrouver le journal de Mickey dedans, ou des romans à l'eau de rose, comme on dit, mais des essais sur l'économie, sur l'écologie, des essais parfois un peu complotistes, c'est vrai, des essais sur l'état de la planète. Ils s'intéressaient. Quelque chose aussi d'assez similaire à tous les survivalistes, en tout cas, comme j'ai pu le voir au départ, c'était des gens aussi un peu comme moi. On avait fait 7, 8 ans d'études et on travaillait au McDo, au Carrefour, on travaillait à la bibliothèque universitaire, qui était insatisfait quant à la société telle qu'elle était, et donc qui rêvait de la catastrophe comme une solution, qui allait tout remettre à plat. Mais parfois qui exagérait, qui rentrait dans des pensées comme l'État nous ment, il existe des vérités cachées, etc., etc. Donc oui, un peu de complotisme. Aujourd'hui, j'ai l'impression que, mais
j'ai un peu arrêté mon terrain en fait en 2016 par rapport au survivalisme. Je pourrais pas trop vous en parler, mais avec ce qui se passe avec Quanon, avec des nouvelles théories, en tout cas des nouvelles mouvances et des nouvelles revendications identitaires, un relent de complotisme se fait jour dans le survivalisme, en tout cas une pensée complotiste, une pensée qui est construite sur un peu de rationalité, mais qui la déborde, qui va vers l'hyper-rationalité pour aller au-delà en fait de la raison pure en fait. Mm. L'hyper-rationalité, pour ne pas reprendre un concept de Baudrillard, l'hyper-réalité. Ah oui, aussi, oui. Ouais. J'ai un collègue à moi qui a fait des papiers là-dessus qui disait que QAnon, c'était une hyper-real religion, une religion hyper réelle. Ah. Mais lui, c'est vraiment le spécialiste de QAnon, Marc-André d'Argentino, pour ne pas le nommer. Mais dans votre livre, quand vous parlez des survivalistes, ça correspond un peu à ce que vous étiez en train de me dire. Vous semblez conclure dans votre livre que ça serait finalement, pour la plupart des survivalistes, c'est comme un espèce de divertissement bourgeois, le survivalisme. Est-ce que je me trompe? Vous Ouais, avez oui. un peu cette interprétation, je dirais. Il y a justement dans le catastrophe qui est imaginé, qui devient aujourd'hui un genre à part entière, un genre cinématographique, vidéoludique même, hein, le survival game est un genre à part entière qui fait fureur depuis Minecraft, qui est devenu une sorte de survival game, énormément de jeux vidéo, de comics, de bandes dessinées, d'une littérature aussi qui sort là-dedans. Ça permet de nous évader d'un quotidien qu'on trouve trop lourd, trop. Ça nous permet cette catastrophe de nous évader du métro boulot dodo aussi dans une certaine mesure, de la routine quotidienne, et surtout chez les survivalistes qui développent, comme le dit l'historien Norman Cohn, pardon, une pensée dichotomisante du monde, une vision manichéenne, avec d'un côté les bons, en tout cas ceux qui vont survivre, les fameuses fourmis survivalistes, et de l'autre les mauvais, les losers, ceux qui méritent en fait de disparaître, soit nous autres, hein, les urbains farouches consommateurs, les cigales, chez les survivalistes. Ça permet aussi d'avoir le beau rôle dans cette fiction apocalyptique ou dans cette spéculation qu'ils organisent, qui organisent leur quotidien. Car il est vrai aussi, j'ai pu voir que cette fiction, le Teotihuacan, le monde va s'effondrer, aujourd'hui est lourd de catastrophes, demain sera pire, et donc par conséquent, d'une manière assez logique, c'était mieux avant. Hier est une forme de solution. C'est l'histoire qui est racontée. Alors ça, pour en discuter, mais ça prend j'ai l'impression que ça prend deux versants, deux aspects de la chose. Il faut retourner à nos racines. Il faut retourner à nos racines, il faut retourner à une certaine tradition pour certains, une tradition identitaire, ou chez d'autres, en fait, nos racines, c'est la nature, en dehors de la civilisation et autres. C'est deux grands versants, j'ai l'impression actuellement, de ce Mais survivalisme-là. c'est pas une forme de traditionnalisme, ça, finalement, là, de dire c'était mieux avant. Oui, ce que, Il y a un aspect anti-moderne là-dedans, non? il y a un aspect, il y a une critique paradoxale aussi de la technique, de la société, une critique de la modernité, de la civilisation, beaucoup, hein. Les survivalistes le disent, hein, la cause de toutes nos souffrances, c'est la société contemporaine, la civilisation des mœurs, même, en citant Norbert Elias, le fait qu'on soit plus policé, plus assujetti aux bonnes manières et autres. Il faut retourner à l'état rustre, en fait, des choses, ce que la sociologue Daniel Hervieux-Léger appelle aussi une forme de restitutionnisme. C'est pour Hervieux-Léger définit le restitutionnisme comme une forme une manière de trouver des solutions du passé pour nos problèmes futurs, c'est-à-dire de remettre du passé dans le futur. Mais ce qui est intéressant, et donc pour répondre à votre première question, c'était que cette idée de nature est mieux que la culture, qui est assez dur en fait, hein, c'est un thème assez dur qui
est développé essentiellement chez des personnes qui ne connaissent pas forcément la nature, qui rêvent de cette nature, qui vivent dans un monde urbain, en tout cas chez les survivalistes, et qui, quand ils connaissent la nature, c'est lors d'une excursion, d'un petit trekking, d'une randonnée, d'un stage de survie pour certains de quelques jours, où la nature est vue comme dans un imaginaire assez, une forme d'idéalisation en fait de la nature, dans laquelle elle est conçue comme un vaste magasin dans lequel on va pouvoir piocher. Parfois, j'ai dit que c'était la nature de Blanche-Neige et les sept nains en fait, où tout est bon, tout est bénéfique dans cette nature, et cela est développé essentiellement par des urbains qui en fait projettent en fait leur désir de fuir leur désir de fuir les problèmes de la société dans une solution idéale, le passé ou la nature en fait. Mais c'est vrai que c'est attaché à une sorte de, pas de méconnaissance, je dirais, mais une forme d'idéalisation de la nature. Et je projetterais ça de manière un peu plus large. Je ne sais pas chez vous comment ça se déroule, cette pandémie, mais ici, chez nous au Québec, au Canada, on constate que de plus en plus de gens qui ne sont pas nécessairement survivalistes là, cherchent à fuir la ville, c'est-à-dire que on constate une exode. Bon, ici, nous aussi, on est à Montréal. Moi, je suis en banlieue, à Longueuil, sur la rive sud de Montréal. On constate que beaucoup de gens qui habitaient à Montréal, les prix des maisons augmentent de manière exponentielle, parce que les gens qui habitaient dans des petits condos, des petits appartements au centre-ville de Montréal cherchent à fuir la ville pour aller s'installer en périphérie. Bon, ici, les banlieues, c'est pas comme à Paris, là. Comment je pourrais dire, ça se fait, c'est de l'étalement urbain. Hein. On construit de nouvelles maisons sur des terres. Et donc, du point de vue écologique, c'est pas nécessairement recommandé. Mais la pandémie a comme accentué, bref, l'étalement urbain. Donc, les urbains qui trouvent la vie maintenant insupportable parce qu'ils sont confinés dans leur appartement, idéalisent la vie à la campagne, la vie en banlieue, où ils vont avoir de plus grandes maisons. Et ça rejoint un petit peu ce que vous parliez de cet idéal survivaliste là, de fuir. C'est-à-dire que dans la pandémie, les gens, même en n'étant pas survivalistes, ils veulent fuir la ville parce que la ville est représentée maintenant comme le site d'éclosion de la pandémie. Et donc, les gens se disent, ben, si je m'éloigne de la ville, je vais pouvoir éviter le virus. On s'est rendu compte, parce que nous, ça a commencé la première vague avec ça, mais là, maintenant, les gens sont en train de déchanter parce que le virus est rendu dans les petits villages et puis dans les petites villes. Mais quand la première vague était surtout concentrée à Montréal, où il y a l'aéroport et puis les trucs internationaux. Autrement dit, le virus, on sait qu'il rentre par les grandes villes, mais après, il se dissémine. Mais je voulais vous parler d'un passage de votre livre, si vous permettez que je vous lise. Alors, le processus de modernisation nous a fait entrer dans un univers nouveau, scientificisé et caractérisé par la prévisibilité, le risque quantifiable, les futurs probables, bref, l'anticipation calculée tout azimut. Et là, vous dites que les survivalistes sont donc un produit de la société moderne. Et je n'ai pas pu m'empêcher, en lisant ça, puis aussi depuis le début de la pandémie, à penser à Ulrich Beck, la société du risque. Et je pense que c'est une référence, même si elle n'est pas directe, à Ulrich Beck. Et finalement, bon, ma question par rapport à tout ça, c'est qu'effectivement, les survivalistes reflètent, et moi, comme je vous disais tout à l'heure, on en parlait avant d'entrer en onde avec les vaccins, je me surrenseigne sur les vaccins parce que je me suis fait vacciner la semaine passée et j'ai tout calculé, les possibilités, tout ça. Et en fait, c'est que justement, comme vous disiez tout à l'heure, depuis le début de la pandémie, on se rend compte que la société non seulement a tenu, mais je ne sais pas si vous avez cette même impression que moi, ce calcul des probabilités est encore plus grand maintenant et il est fait pour nous. Alors, on nous dit, par exemple, ben, tu peux aller prendre tel vaccin parce qu'il y a très peu de chances que tu aies des effets secondaires. Tout est calculé, mais on vit, en tout cas, du point de vue justement d'une sociologie de l'imaginaire, moi, ce que je constate depuis le début de la pandémie, c'est qu'on vit essentiellement dans le calcul des probabilités. Tous les jours, je ne sais pas chez vous, mais tous les jours aux nouvelles ici, on a combien de cas, combien d'hospitalisations,
on est dans la statistique de la morbidité, pour ainsi dire. Ouais. Donc, c'est ça, les survivalistes, quand je vous cite cet extrait, ils sont un pur produit de ça. Oui, oui. Vous l'avez dit, hein, j'avais vraiment comme référence Ulrich Beck, hein, de cette société du risque dans laquelle nous vivons, une société désenchantée qui a évacué les puissances magiques, peut-être pas toutes les puissances religieuses, mais en tout cas qui a érigé le calcul rationnel, peut-être parfois avec un excès de rationalité, bien sûr, ou une hyper-rationalité, qui a érigé ce calcul en mode d'être, hein, en relation en fait avec autrui, en relation avec les événements. Nous calculons sans cesse. Mais je suis aussi en train de lire actuellement, en fait, en tout cas de relire les travaux de Gunther Anders. Et notamment ces questions sur le devenir laboratoire du monde, devenir laboratoire caserne du monde, et cette obsession en fait des chiffres qui nous gouvernent. euh, euh, cette déréalisation aussi qu'il peut avoir derrière l'obsession comptable. Le devenir laboratoire du monde chez Gunther Anders, c'est considérer que tout, pardon, le laboratoire est coextensif, le laboratoire donc du scientifique est coextensif au globe terrestre, et que en finalité, toute notre vie, toute notre histoire, notre passé et tout notre devenir, en fait, serait calculable, prévisible. Cela évacue aussi une grosse part de ce qui est nécessaire à notre activité sociale, c'est-à-dire la part émotionnelle ou la part empathique. Chez Anders, l'autre, et je rattache pour ma part ça aux travaux de Max Weber, donc sur le désenchantement, l'Entzauberung der Welt, la démagification du monde, et donc ses travaux sur le capitalisme, mais aussi sur la bureaucratisation du monde. Chez Anders, il a aussi cette idée que l'autre n'est qu'un chiffre. Moi, je le dis souvent à mes étudiants, hein, que quand on a un problème, on ne parle pas en fait de soi personnellement. Euh, quand on a un problème, et c'est pareil pour moi, quand j'ai un problème face à l'État, je sors mon numéro. Je sors mon numéro d'enseignant. Les étudiants doivent me voir avec leur numéro étudiant, etc., etc. Toute l'empathie, toute la relation personnelle qu'on peut développer avec autrui est évacuée, et l'avenir est comptable, l'avenir est prévisible dans cette optique-là. Et c'est ce aussi qui peut-être, je pense, pour les survivalistes, qui pourraient être considérés comme ce que Roger Caillois a appelé des âmes altières, des âmes, des individus qui souhaitent, qui se posent énormément de questions sur le sens du monde, sur le sens de notre réel, le sens de notre vie quotidienne. C'est ce qui est là où on va trouver ce paradoxe. En fait, il participe en fait de cette logique où tout est calculable, mais aussi critique les conséquences de cette logique où autrui disparaît sous une forme chiffrée, en quelque sorte, sous une forme comptable, où en finalité, c'est pour ça qu'il développe ce désir de retour en arrière, de retour à la tradition, de retour à la nature. C'est lié à tous nos problèmes. Mais entre-temps aussi, je suis en train de préparer des articles là-dessus. Alors peut-être que je me trompe, mais justement, j'essaie de faire un peu de terrain, mais je travaille sur les théories de l'effondrement. En France, nous avons la collapsologie qui Ouais. cartonne. L'étude, voilà, c'est issu de Diamond, mais on a des personnalités comme un ancien ministre de l'Environnement. J'ai oublié son nom, excusez-moi. Euh, c'est pas grave, c'est pas très important. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que en plus de faire partie de cette vie désenchantée, parce que chez les survivalistes, les imaginaires du risque, même s'ils parlent d'apocalypse, donc quelque chose qu'on pourrait dire de religieux, l'apocalypse c'est un thème essentiellement mystique, de l'ordre de la religion. L'apocalypse survivaliste se colore de considérations aujourd'hui scientifiques de plus en plus, hein, ou en tout cas il y a une réflexion là-dessus, mais aussi ça appartient à notre société, j'ai l'impression, néolibérale contemporaine. Je suis en train également de lire Barbara Stiegler sur les racines du néolibéralisme,
les origines du néolibéralisme. Et sa devise, en fait, la devise du néolibéralisme, c'est quoi? C'est s'adapter ou disparaître. Et j'ai l'impression que chez les survivalistes, on est aussi là-dedans, c'est-à-dire qu'il y a une critique énormément de notre société, de la bureaucratisation du monde, où on perd pied, on perd racine avec la bureaucratisation du monde, de la dématérialisation. Il y a une critique de la société consumériste aussi chez les survivalistes, disent-ils, fait de nous des assistés, mais une critique qui est fille peut-être de cette même société. Parce que si les survivalistes critiquent le désenchantement du monde, il n'empêche que leur Teotihuacan, leur imaginaire de la fin du monde, est désenchanté. Si les survivalistes critiquent la société de consommation, le néolibéralisme contemporain, les dérives de la finance à tout va, leur devise aujourd'hui est la même que la devise du néolibéralisme, adapte-toi ou crève. Adapte-toi, sois résilient ou disparaît en quelque sorte. Et je vois ça aussi chez les effondristes. Donc on a quelque chose d'assez paradoxal, oui. C'est paradoxal aussi parce que la pandémie, je ne sais pas en France comment ça a eu une influence sur le discours national, mais moi, ce que j'ai remarqué ici chez nous, c'est que on est revenu dans bien des pays, mais ici, c'était comme ça, une forme de nationalisme. Les frontières sont plus fermées. Puis on a commencé, le gouvernement a commencé à parler d'autosuffisance alimentaire. Là, c'est la grosse thématique, c'est qu'il faudrait, parce qu'ici, nous, pays nordique où il n'y a rien qui pousse en hiver, là, de nombreuses compagnies qui sont subventionnées, qui font des serres sur les toits en hiver pour produire des légumes. On a commencé à parler d'autosuffisance alimentaire parce que c'est comme si on avait réalisé avec la pandémie que si les frontières étaient toutes fermées, ben, on n'aurait plus de légumes. Il y a eu une peur d'avoir cette pénurie-là. Et en fait, ce que je trouvais hallucinant là-dedans, c'est que je me disais quand même, les survivalistes critiquent la société, parlent justement d'autosuffisance, tout ça, mais ce qu'on voit dans le fond, c'est que la société est en train d'intégrer ce discours des survivalistes-là, puis commence à parler d'autosuffisance à cause de la pandémie. Donc finalement, ben, la société a intégré le discours survivaliste ou est-ce qu'on pourrait dire que c'est un succès, que ça s'est rendu dans le mainstream, parce que vous en parlez un peu dans votre livre, là, ou c'est ce que les survivalistes pensaient justement que la société ne pourrait pas s'adapter, puis s'effondrerait, puis ça ne s'est pas passé finalement. Puis comme vous disiez au départ, la société est plus résiliente, puis est en train de s'adapter. Parce qu'ici maintenant, on a, pour vous donner un exemple, mais ça avait déjà commencé avec la pandémie, mais ça a été accentué. En hiver, au Québec, bon, il n'y a pas de fraises. De framboises, mais depuis quelques années, il y a des fraises qui produites dans des serres par des producteurs locaux, ou même de la salade. Moi, je me souviens de la salade, de la laitue et de la tomate en janvier, c'était américain ou mexicain. Et maintenant, ils produisent en serre. Et donc, c'est pas un peu c'est pas un peu une façon que la société, en fait, défait un peu la critique du survivalisme, parce que dans la critique du survivalisme, on est dans le capitalisme globalisé, jamais on sera capable d'être autosuffisant, mais j'ai l'impression qu'avec la pandémie, il y a eu beaucoup de repli, et puis il y a eu du repli identitaire aussi. On l'a vu avec Trump et tout ça, mais je regarde Trump, on disait quand Trump va être parti, il n'y aura plus de nationalisme américain. Moi, je trouve que depuis le début, Joe Biden, il est assez nationaliste dans le sens où, par exemple, les vaccins, les États-Unis n'ont pas du tout l'intention, pour l'instant, de partager les vaccins avec le reste de la planète. On vaccine en priorité les Américains et ensuite, on verra. Donc, moi, je trouve qu'il y a une similitude quand même avec la politique de Trump là-dessus, le America First, jusqu'à un certain point. C'est sûr que c'est différent, mais en fait, ma question, c'est est-ce que c'est on assiste à la mainstream, c'est pas un mot, là, mainstreamisation du survivalisme, ou est-ce que finalement ce que les survivalistes voulaient, c'est-à-dire la fin du monde, n'est pas arrivé, puis la société montre au contraire qu'elle est résiliente, et c'est pas un peu la fin de cet imaginaire-là, en tout cas ça met à mal peut-être leur imaginaire. Non, je pense que
là où leur imaginaire est mis à mal, c'est justement sur la complexité peut-être de notre système. Les survivalistes disaient qu'un système complexe ne peut pas survivre à une crise. Et justement, bon, ça, je ne suis pas économiste, mais j'ai l'impression que justement, c'est la complexité de notre système, les interdépendances qui sont critiquées par les survivalistes. Que la grille aussi, ce qu'ils appellent la grille aussi, soit quand même assez résiliente. Alors bien sûr, il peut y avoir des chocs qui arrivent sur la grille, mais justement, le fait que tout soit interdépendant, c'est pas comme un château de cartes en fait. Tout ne s'est pas écroulé parce que tout est relié. Au contraire, c'est la maille, c'est la grille qui critiquait la grille. C'est en fait tous ces réseaux qui sont tous ces réseaux de raccordement en fait qui permet que ça tienne. Après peut-être la problématique, je sais qu'au Canada vous avez parfois des hivers très rudes où l'électricité peut venir parfois à disparaître, mais justement, c'est parce que tout est interdépendant qu'on peut survenir, c'est qu'on peut que tous les systèmes soient reliés ensemble. Ce que je pense de manière générale sur l'imaginaire, là où il est conforté, l'imaginaire survivaliste, là où il est conforté, c'est qu'on vit une situation d'anxiété quotidienne. On allume la télévision, on va parler de massacres, de disparitions, de morts, de tsunamis, d'inondations, etc., etc. On ouvre son journal, c'est la même chose. Et quand on va en famille maintenant, parce que c'est assez difficile, ou quand on a le week-end, ou parfois quand on a une discussion désormais sur Skype avec ses amis, sa famille et autres, on va aussi parler de l'actualité, on va parler des éléments négatifs de l'actualité. Après, c'est peut-être, je ne m'y connais pas en biais cognitif ou autre, c'est peut-être en fait chose de l'ordre du cognitif, de notre psyché qui fait qu'on a besoin de parler. C'est peut-être aussi un moyen de communiquer tout simplement sur des événements qui sont assez marquants et qu'on estime qu'on peut parler autour de ça. En tout cas, on va avoir une entente autour de ça. Ça peut engager la communication. Mais quoi qu'il en soit, je pense que d'une part, le mythe du progrès est en train de péricliter en Occident, en tout cas même dans le monde en son entier. Cette idée qu'il y ait plus de technique, plus d'industrie, plus de médecine nous amènerait vers un avenir meilleur, un avenir radieux. Au contraire, désormais, quand on parle de technique, aujourd'hui, c'est beaucoup plus, c'est synonyme de plus d'aliénation. Quand on parle de plus d'industrie, on a immédiatement l'aspect pollution qui nous vient en tête au lieu de création d'emplois ou autre, ou d'émancipation de certains territoires. Voilà, comme c'était le cas il y a une 15, 20, 30, 50 ans. Quand on parle de médecine, on a en tête des manipulations génétiques, des nouveaux virus ou autres. Les avatars du progrès, science, technique, industrie, sont en train de péricliter. On entre dans ce que j'ai appelé le regret. On est passé du progrès au regret, en fait, le mécanisme de civilisation. Et je pense que c'est normal aussi, et là c'est là où la pensée survivaliste s'accorde, que le repli sur soi, le retour aux sources, le repli identitaire, le protectionnisme, en fait, soit une forme, en tout cas une solution proposée à cette ambiance anxiogène, à cette perte de repères liée à la fin de ce grand récit émancipateur qu'était le progrès. Je vous rappelle que Auguste Comte, fondateur de la sociologie, disait qu'on allait plus de progrès dans la science, dans les techniques, la médecine allait nous amener, disait-il, à l'amour universel. Karl Marx disait que la marche du capitalisme allait par plus d'industrie aussi, assez paradoxalement, allait nous amener à la jouissance authentique. Au communisme, on allait être libéré en fait du travail. Condorcet, le mathématicien, promettait la mort de la mort par plus de science. Aujourd'hui, on a perdu ces repères qui étaient essentiels à notre vivre ensemble. On est dans une ambiance très anxiogène, on développe du c'était mieux avant, de la nostalgie, du regret, et forcément son cortège aussi, je pense, de repli sur soi, de désir de source, de racines et autres. Mais ce regret-là Mm. que les survivalistes ont, ou même qu'à une certaine extrême droite aussi on peut avoir, Bien sûr. c'est un regret fantasmé, non? C'est parce que c'était pas
C'était aussi extraordinaire auparavant qu'il le disait. Moi, Ouais. personnellement, j'en doute, là. Euh, Oui, oui, je sais pas, je sais pas trop. Après, est-ce qu'on doit le croire, enfin, est-ce qu'on doit les croire ou pas, hein. Peut-être que justement certains ont raison. Il y a des lobbies transhumanistes ou des lobbies techniciens, mais certains démographes, en tout cas les démographes le disent, avant la révolution industrielle, au début de la révolution industrielle, la moyenne d'âge, l'espérance de vie, pardon, était de 25 ans à peu près, entre voilà, 25 et ben 30 voilà. ans. Certains disent on repousse, en fait, euh, en 12 mois, en fait, on vieillit de 9 mois, c'est-à-dire que chaque année, on repousse notre espérance de vie de 3 mois à peu près. En tout cas, les nouvelles naissances, c'est 3 mois chaque année. Mais en fait, il y a cette critique de la complexité qui est présente, cette idée de, je vous en parlais, de dématérialisation, on a perdu le contact, le sens de notre existence. Il faudrait retourner à une vie simple, quitte à ce qu'on meurt très jeune, quitte après à une rage de dents, que, eh bien, peut-être qu'on décède ou autre. Il y a un désir de simplicité dans une société qui est de plus en plus complexe. Cependant, est-ce que c'est la solution? Je ne suis pas sûr. Ça, je ne sais pas. Je ne suis pas prospectiviste, comme certains survivalistes. Mais mon impression à moi, puis ça, je fais le parallèle avec le complotisme, puis je trouve que c'est pas un hasard qu'on retrouve des récits complotistes, parce que pour moi, le complotisme, je le dis dans mes recherches présentement, c'est des récits. Euh, bon, dans l'article que vous avez lu, je qualifiais le survivalisme d'autofiction. Euh, donc, c'est un récit qu'on se raconte à nous-mêmes pour se rassurer. Puis j'avais l'impression en lisant votre livre aussi que c'était une forme de réenchantement du monde, pour citer Burger. Là. euh, euh, c'est comme si on retrouve à la limite du néopaganisme là-dedans aussi, à un moment donné, chez certains, cette espèce de côté magique de la forêt, de la nature. Moi, j'ai beaucoup étudié ça dans les années 90 avec le mouvement du Nouvel Âge. Et puis, et puis, je trouvais ça intéressant dans votre livre parce que j'avais fait le parallèle que je disais finalement, le Nouvel Âge, c'est une façon de mélanger justement science et technique avec aspect religieux et mystique un peu. Et j'avais fait un article qui s'appelait Le processus d'institutionnalisation du mouvement du Nouvel Âge, où j'expliquais que les gens qui étaient dans le Nouvel Âge, qui avaient des croyances Nouvel Âge, faisaient en sorte que il mimait la science. Vous voyez, il faisait toutes sortes de techniques de transfert d'énergie, tout ça, mais en mimant la science pour se donner un vernis scientifique dans une tentative d'institutionnaliser leur idéologie jusqu'à un certain point. Aujourd'hui, avec les études qu'on fait en ce moment sur le complotisme, on retrouve beaucoup ça. Je retrouve en fait le nouvel âge que j'avais étudié des années 90 chez les anti-vaccins. Alors, c'est beaucoup d'édames, les anti-vaccins, qui sont pour la santé naturelle. On va se guérir du virus grâce à la pensée positive. Vous savez, la pensée positive, ça date, hein? Et j'ai même donné une entrevue à une journaliste de France. Il paraît qu'en France, il y a un retour des cristaux, des gens qui veulent se guérir avec des cristaux et puis tout ça. Et, et tout ça, donc je ne suis pas surpris quand vous me dites qu'il y a un aspect complotiste qui recoupe avec le survivalisme, parce que ce n'est pas finalement tous ces récits-là des façons de dealer avec l'incertitude. Parce qu'on vit dans un monde, justement, avec la pandémie, l'incertitude dans une crise pandémique est accentuée. Et ce n'est pas un hasard, moi je pense qu'on constate une multiplicité, même si ça avait déjà commencé avant, votre livre l'avait bien montré, ce n'est pas un hasard finalement qu'on se retrouve dans cette situation-là avec beaucoup de gens qui s'inventent des réalités parallèles, quoi, pour pouvoir faire face à une réalité qui n'est pas toujours, qui n'est pas aussi extraordinaire que la science, justement, et la technique l'avait promise, quoi. Bien sûr, bien sûr. Oui. Je suis entièrement d'accord avec vous. En fait, on est face à des récits que
le sociologue Raphaël Lioger nomme hyper traditionnel, être plus traditionnel que la tradition, en fait, s'inventer une tradition, hyper scientifique, être plus scientifique que les scientifiques. Il y a une sorte de renversement là-dedans. Pour ma part, en fait, j'ai utilisé le terme que je pique, hein, j'emprunte à un de mes amis et collègues, Aurélien Fouillet, dans l'Empire ludique, que lui-même, en fait, en reprend à l'historien Michel Pastoureau, le terme d'enromancement. On est face à des enromancements, mais c'est les autofictions en fait. C'est ça, c'est ce qu'on a appelé ensuite du storytelling, hein. Malheureusement, en français, on l'a appelé storytelling. C'est un vieux terme français du Moyen-Âge et qui était utilisé d'après Pastoureau, par les chevaliers à la fin du Moyen-Âge quand ils avaient plus de raison d'être en fait, qu'ils avaient le processus de civilisation, selon Norbert Elias, avait débuté. La fonction sociale du chevalier existait encore, mais son rôle au quotidien, étant donné que l'armée royale commençait à se constituer, il n'était plus là pour faire la guerre, il était là pour parader, il était là pour faire des tournois, et donc il est obligé de se raconter une histoire pour sortir de la disqualification sociale. Et je pense que les histoires, en fait, on en a toujours connu, on s'est toujours raconté des histoires. L'histoire du progrès hein, nous permettait pas de sortir d'une crise existentielle. Le fait que plus d'économie, plus de libéralisme, plus d'industrie nous sortir de l'aliénation de la nature, du fait d'être soumis au rythme naturel, c'était aussi une histoire qu'on se racontait. Là, simplement, c'est que ces histoires, en fait, je pense, sont en train de se construire, mettent en avant des fictions apocalyptiques, cette idée de fin du monde pour lutter contre une disqualification sociale. C'est pour ça que je vous parlais au départ de ces jeunes comme moi qui avaient fait 7-8 ans d'études et qui trouvaient pas de boulot, en fait, leur alternative, leur choix face à eux, c'était le McDo, Carrefour, le supermarché, la bibliothèque universitaire. En tout cas, voilà, on était dans une crise de la représentation, peut-être. Et donc, ils allaient se réfugier dans des histoires de fin du monde plus palpitantes que les histoires du quotidien, que la Ça, vie quotidienne réelle. Ouais. ça, je trouve ça intéressant, là, la disqualification sociale. Mm. Alors, on aurait, je vais faire un parallèle avec Gérald Bronner, on aurait, pour les gens qui adhèrent au survivalisme, une espèce d'adhésion par frustration qui proviendrait de leur disqualification sociale, selon Mm. vous. Oui, je pense vraiment, en tout cas, je pense qu'on est là-dedans et c'est le sens en fait du récit apocalyptique qui est donné, hein, dans lequel ils se construisent en fourmis de la fin du monde, soit un élu de l'apocalypse. Ils se racontent une histoire dans laquelle ils seront les héros en fait plus tard. Pourquoi? Parce qu'au quotidien, ils se sentent comme des losers la plupart du temps. Ils se sentent aliénés par leur boulot, aliénés par leur vie familiale certains, et ils cherchent un peu plus de piquant dans leur vie quotidienne. Et donc se raconte cette histoire qui mettra le beau rôle. Cependant, c'est quand même une frustration, je suis d'accord avec Bronner, mais c'est une frustration relative. C'est une frustration relative parce que, en finalité, c'est une frustration qui est fondée sur une aspiration à une vie meilleure, à une vie plus sensée. C'est pour ça que les survivalistes, en fait, sont essentiellement des individus qui vivent en ville et non pas dans la nature, mais qui rêvent de la nature, en fait. Autrement dit, sont des individus qui sont pas soumis aux lois de la nature forcément, à la rudesse de l'hiver. Là, il y a eu quelques semaines, les agriculteurs en France en tout cas, l'État a déclaré, alors je crois que c'est le statut de calamité, c'est pas catastrophe naturelle, mais le statut de calamité pour le gel en fait qu'il y a eu 2-3 jours en fait. Mais c'est pas des, enfin voilà, la nature c'est très difficile. De vivre au plus proche de la nature, c'est très difficile. La nature n'est pas un vaste magasin. Mais quand les survivalistes idéalisent cela, ils peuvent se le permettre parce que, en finalité, la plupart du temps, on a la sécurité de l'emploi, la plupart du temps, on a la sécurité sociale, au moins, on vit dans un système assurantiel. Autrement dit, on est plus dans une frustration relative, ressentie, qu'une frustration réelle. En fait, ils ne sont pas opprimés par l'État, ils ne sont pas opprimés par le système. On n'est pas obligé de consommer.
Les survivalistes disent qu'on est obligé, qu'il y a des impératifs. Certes, c'est vrai, il y a des impératifs, il y a la persuasion clandestine, il y a des impératifs publicitaires, mais on n'est pas absolument obligé de consommer. On n'a pas un pistolet sur la tempe quand on est devant la télévision pour qu'on doive acheter les céréales, etc., etc. On n'est pas dans des systèmes totalitaires, au contraire, on est dans des systèmes démocratiques. Cependant, le survivaliste, en fait, est une âme altière qui cherche peut-être quelque chose de plus. Et étant donné qu'ils sont assez cultivés, je vous l'ai dit au départ, Ouais. qui se Mais renseignent sur l'état du monde, etc., ils rêvent de quelque chose de plus. ce que vous dites finalement, c'est que c'est de l'ennui. C'est de l'ennui pour moi, oui, c'est ça. C'est ça qui C'est fait de avancer l'ennui et l'histoire, ils ouais, s'ennuient dans ouais. la société. Et l'apocalypse, en fait, c'est vraiment pas ennuyeux. On se confronte aux éléments, on se confronte aux autres parfois, c'est ce qu'ils appellent les zombies. On se confronte à la nature, à la rudesse, mais de manière fantasmée, bien sûr. Mais c'est ça. Mais donc, ce que vous êtes en train de me dire là, c'est que les survivalistes, la plupart, c'est des urbains et que si finalement leur rêve de se retrouver dans la nature sauvage se réaliserait, ils déchanteraient un peu, quoi. Oui, ça, on ne peut pas savoir, mais oui, je pense, hein. Euh, euh, Après, c'est vrai qu'il existe des grandes figures du mouvement survivaliste qui ne sont pas des urbains, qui montrent en fait, qui ont réalisé l'utopie survivaliste. Mais quand je parle, en tout cas, comme j'ai étudié les survivalistes, ce sont des individus comme des urbains, voilà, mais comme tout le monde en fait, qui rêvent de quelque chose de plus, qui rêvent de quelque chose d'autre, et qui développent en fait cet imaginaire apocalyptique comme évasion justement à la routine, au métro boulot dodo, à l'ennui, aux langueurs de la société aussi du risque zéro. Euh, sont des individus aussi en quête de sens. Beaucoup des individus en quête de sens et qui justement luttent contre cette disqualification sociale. Mais finalement, à travers tout ça, euh, on n'a pas fait un peu l'historique au départ, puis je voulais qu'on en parle un petit peu parce que dans votre livre, vous dites qu'au départ, dans les années 60-70, c'était, le survivalisme, c'était plus un truc un peu libertarien, d'extrême Mmh. droite. Et ça a été ma grande découverte en lisant votre livre, que vous disiez finalement qu'aujourd'hui, les survivalistes, ce qu'on appelle maintenant les preppers, dans le sens de se préparer, vous dites, aujourd'hui, le survivalisme a largement dépassé le stade de l'épiphénomène. Il se mue en une véritable tendance touchant une partie croissante de la société. Euh, alors, vous parlez que maintenant, la plupart des survivalistes, c'est ça, c'est un survivalisme plutôt soft, écologique, qui s'est adapté, euh, et qu'il y aurait presque plus de survivalisme d'extrême droite. En tout cas, en France, là, qui était votre terrain, euh, moi, ça, c'était quelque chose que je partageais moins quand j'ai lu votre livre. Bon, peut-être parce que j'étudie beaucoup les mouvances d'extrême droite et tout ça, Mmh. puis c'est peut-être juste une façon de concentrer son œil sur un phénomène. Mais expliquez-nous ça un petit peu, comment ça s'est produit, ce changement-là dans le mouvement survivaliste où c'est Mmh. devenu un passe-temps plus qu'un mouvement politique d'extrême droite comme Mmh. ça pouvait l'être au départ, quoi. Mmh. Alors, je tiens quand même à rectifier, il existe toujours cette pensée dichotomisante, hein. Il y a le survivaliste et il y a l'autre. Il y a ce discours. Ouais. Si le survivaliste idéalise la nature, il idéalise aussi, cette fois négativement, l'autre, l'altérité, en fait, hein. Chez le survivaliste, il y a les résilients, il y a les fourmis, et il y a les survivalistes et il y a tous les autres. Il n'en demeure pas moins que ce discours un peu manichéen, dichotomique, existe toujours. Mais Ah c'est bon? vrai qu'à l'origine, le mouvement est né sous la plume de Donald Eugene Cisco dans les années 60-70, hein, dans ses magazines Survivor notamment. Euh, Donald John Cisco se faisait appeler Kurt Saxon, le Saxon brutal, et invitait en fait la population nord-américaine, essentiellement les WASP, hein, White Anglo-Saxon Protestant, donc une population bien ciblée, à
se préparer à des événements catastrophes qui allaient survenir. Essentiellement, ce qu'il appelait, dans mes souvenirs, c'était la menace rouge, mais il y avait aussi le fléau de l'alcoolisme, le fléau de la prostitution, le fléau de l'immigration, selon lui. Hein. Quand je dis fléau, c'est les mots de Saxon, hein, bien sûr. C'était tout un personnage aussi, ce C'était Saxon. tout un personnage, oui, qui alors là, il faudrait que je retrouve les sources, hein, mais selon selon, en tout cas, il faut que je m'en souvienne, hein, qui a appartenu aux Minutemen, qui déclare avoir appartenu aux Minutemen, qui déclare appartenir à l'Église de Satan. Alors ça, je connais pas Oui. trop, hein, ce que c'est. Ensuite, à la scientologie. Ça m'a bien fait rire. C'est ça, oui. Non, c'est un personnage assez voilà, intriguant. On peut retrouver des vidéos de lui. On peut retrouver des vidéos de lui sur YouTube, hein, où il nous apprend à fabriquer de la ricine. Donc on voit vraiment le personnage. Hein, on voit vraiment le personnage très limite qui a été inculpé. Alors je ne sais plus en quelle année, je n'ai pas les dates là pour Ouais, incitation à la ouais, mais haine, bien bon, sûr, et ouais, ouais, terrorisme. non, mais c'est ça. Mais comment on est passé de ça à ce que vous dites au début des années Mm. 2000, ça change dans votre Ouais. livre, là, à partir des années 2000, Mm. à un survivalisme plus, je dirais, Plus soft, de plus soft, modéré. de banlieue, de bonne famille. Ouais, ouais. Et en fait, au départ, c'était voilà, la grande menace, la grande menace, c'était urbaine essentiellement, et ça, on le garde encore hein, dans l'imaginaire survivaliste, mais elle allait toucher essentiellement un seul modèle de civilisation, un seul modèle de société, et qu'un seul individu, on va dire, un seul type d'individu, le WASP. Avec les années 2000, plus particulièrement avec la crise financière 2007-2008, avec aussi le spectre d'une crise économique, environnementale, la menace était différente et je pense le survivalisme a changé. En tout cas, celui que j'ai connu et les arguments, pour le dire en sociologue, les données déclaratives des survivalistes, parce que peut-être que c'est pas forcément vrai, mais en tout cas, ce que les survivalistes m'ont déclaré, je ne le prends pas pour argent comptant, mais on ne parlait pas des rouges, forcément, on ne parlait pas des Ouais, communistes, mais les discussions, c'était l'État, les forces de l'ordre, la vie en général n'allait pas tenir, n'allait pas résister aux prochaines crises économiques et à la prochaine crise environnementale, à une catastrophe environnementale. Euh, Face à cela, ce n'était absolument plus une seule population qui allait être touchée. Déjà, ça quittait, le survivalisme quittait en fait le territoire nord-américain, l'anxiété quittait le territoire nord-américain, états-unien. Euh, et tout le monde pouvait être touché par ces crises-là, qu'on soit patron d'entreprise ou déjà au chômage, qu'on soit ouvrier, qu'on soit homme-femme, en fait, quelle que soit son origine géographique, quelle que soit son origine sociale, tout le monde est touché par ces crises économiques ou par cette possibilité de crise environnementale. Donc, le survivalisme aussi changeait et devait accepter un peu plus l'autre, tout en considérant la dichotomie essentielle à son mouvement. Et cela s'explique aussi chez les survivalistes de manière assez rationnelle. Beaucoup vont dire, bon ben voilà, moi je suis prêt, j'ai suivi peut-être, bien que très peu connaissent Kurt Saxon, plus les survivalistes que j'ai pu rencontrer connaissent beaucoup plus les influenceurs sur Internet que les gourous, les leaders, les créateurs du mouvement, on va dire. Euh, mais beaucoup le disent, en fait, si jamais il y a une catastrophe aujourd'hui, de manière assez rationnelle, que c'est le Teotwaki, que le monde s'effondre et que moi, je suis survivaliste, j'ai conservé mon électricité, j'ai assez de stock de nourriture, je maintiens ma normalité, disent-ils, alors qu'on est en rupture de la normalité. Que vont devenir ma femme, mon mari, mes enfants que vont devenir mes amis, à qui j'ai peut-être parlé du survivalisme, à qui j'ai peut-être donné quelques trucs et astuces, ou
qui savent peut-être que je suis survivaliste, que vont devenir mon voisinage, dans mon quartier, dans mon pavillon ou autre. Ils vont devenir des ennemis à ma propre survie. Et donc, ça ne sert à rien, en fait, d'avoir cette optique assez parano du survivaliste solitaire. Au contraire, l'idéal du monde d'après chez les survivalistes, c'est pas du prosélytisme, mais c'est que tout le monde soit conquis à la pensée survivaliste. Bien sûr, il y a toujours quand même cette conscience dichotomisante du monde. Il y a les bons et les mauvais, toutefois. Mais il vaut mieux. C'est pour ça qu'on comprend qu'aujourd'hui, le salon du survivalisme qui a lieu à Paris depuis 3 ans, donc en finalité, il y a eu une seule. Avec la pandémie, il y a eu un seul événement, mais sous-titré Autonomie et développement durable. C'est pas race et histoire ou quelque chose comme ça, en fait. Ça prend des aspects un peu plus vers. Ce qui est intéressant, j'ai pu le voir aussi, c'est que derrière, il reste quand même, je suis d'accord avec vous, un relan identitaire très fort. Il y a un repli sur soi qui est bien présent. Et même quand on voit la catastrophe, quand on est face à des survivalistes qui sont obsédés par l'idée d'effondrement économique ou environnemental, ils le disent, hein, bon, qu'est-ce qu'un effondrement économique ou écologique? C'est des montées des eaux, des problèmes de flux financiers. Quelles sont les conséquences? Ça va toucher l'État. Si l'État s'effondre, quelles sont la troisième conséquence? Qu'est-ce qui va arriver? Des flux migratoires. Et donc, c'est vrai que derrière, on en arrive très rapidement, malgré l'argument premier de l'écologie, au problème de l'autre, de l'étranger. Mais voilà, c'est pas orienté contre une population. C'est toujours, c'est pas xénophobe, hein, mais il y a cette division, cette obsession de la division, cette obsession en fait de la bipartition du monde chez les survivalistes. Il y a les bons et les mauvais, il y a nous et les autres. Mais justement, bon, un fait divers, vous m'avez dit que vous n'êtes pas trop intéressé à la question, mais l'enlèvement de la petite fille Mia en France, là, qui fait les manchettes. Bon, on a dit que le mec qui avait fait ça, c'était un survivaliste, mais en tout cas, de notre côté ici, moi, j'ai lu un peu, on n'a pas eu beaucoup de détails sur qu'est-ce que ça voulait dire être un survivaliste. Est-ce que on avait l'impression que c'était un survivaliste complotiste un peu d'extrême droite, mais moi, je n'ai pas eu assez de détails dans les médias. Est-ce que vous êtes un petit peu plus au courant de cette histoire? Alors oui, j'étais quand même pas mal interviewé là depuis 2-3 jours, mais Ouais. là-dessus, donc j'ai appris en même temps que j'étais interviewé certains éléments. Il y a de la pensée complotiste chez ces individus-là. Ils sont 4, bon, voilà. Si on en croit les médias. Ce n'est pas que du survivalisme. Ce n'est pas que du survivalisme. Euh, on est, je pense, comme le disait Jean-Louis Schlegel, je crois, hein, si je ne me trompe pas, en parlant de religion à la carte, on est dans un survivalisme à la carte, en fait. On va piocher des idées, on va piocher des tendances dans le survivalisme, cette idée d'effondrement. Alors là, j'ai vu que certains arguments, c'était l'assistance sociale pour les enfants alimentée des réseaux pédophiles en France. Il y Ouais. avait cela qui était mis en avant par certains individus, ces 4 individus. Mais je ne sais pas trop, en fait, vraiment, enfin, voilà, quelle est la réalité enfin, la différence entre la Mais, réalité de la réalité médiatique de ce qui est dit, mais voilà, on est et dans un ça, survivalisme à la carte, oui. Et ça correspond à ce que, à la fin de votre livre, quand vous disiez ce qu'il nous reste, bon gré mal gré, ce sont des bricolages religieux ou mystiques et fantasmagories qui nous permettent de construire une identité en contrepoint de l'image futile et flottante que nous nous faisons du monde. Alors, bricolage, vous savez, quand j'ai étudié le Nouvel Âge, je pense que c'est Champion en France qui parlait de bricolage religieux en parlant du Nouvel Âge. Vous allez me dire, je reviens toujours avec ça, mais c'est parce que j'ai l'impression d'étudier la même chose depuis 30 ans. Et en lisant votre livre, ça m'a rappelé ça. Et là, ce que vous en dites finalement, c'est ça, c'est que ces individus-là, on a un mélange de survivalisme, de complotisme et tout ça. Mais s'il y a une chose je vous pose la question, s'il y a une chose de commun que je remarque, moi, que ce soit chez les survivalistes ou les complotistes, c'est toujours cette notion de nous sommes éveillés et les autres dorment. Alors souvent, on me dit, les complotistes me disent ça, ils disent 95% de la population dort et 5% de la population est éveillée. Alors cette idée de... Puis
Puis on retrouve ça, moi j'ai longtemps étudié les sectes aussi, on retrouve ça dans les sectes, cette idée d'être un élu et de posséder une espèce de connaissance absolue là, qu'on appelle, pour les sociologues de la religion dont je suis, la gnose antique. Euh, et ce mélange, ce bricolage, science, récit, tout ça, là, on retrouve ça là, autant chez les survivalistes que chez les complotistes. Et donc, ce n'est pas un hasard qu'il y ait un bricolage à la carte. Mais ce qui est fascinant pour moi dans ces récits-là, c'est ça, c'est que c'est toujours un peu les mêmes récits qu'on retrouve à travers les âges, mais étant donné que ça devient une autofiction, c'est adaptable. Chaque individu, autrement dit, peut se raconter sa propre histoire et bricoler son truc. Et ce que je remarque, en tout cas, je ne sais pas, vous me direz si je me trompe, ce que je remarque, c'est justement ce bricolage, il s'accentue au point où il devient pour les chercheurs difficile de catégoriser parce que ça devient difficile de faire une type. Moi, j'aime beaucoup faire des typologies à la Weber, mais je suis toujours obligé de dire à chaque fois que j'en fais une, c'est des vases communicants, bon, etc., etc. Parce que la tendance, en tout cas, depuis plus de 30 ans que je remarque avec les croyances, c'est le bricolage. Oui, oui, je suis entièrement d'accord avec vous. Et d'autant plus que dans l'histoire du survivalisme, en fait, on n'a plus ces grands gourous qui étaient Kurt Saxon. On n'a plus les grandes figures influentes du mouvement. Et pour devenir aujourd'hui survivaliste, la plupart du temps, on va se renseigner sur les médias sociaux. On va sur Facebook, on va sur YouTube, on va sur Twitter et on va taper notre anxiété du moment. On va voir crise sanitaire, pandémie, Covid. On va taper autour de ce hashtag et on va trouver quelqu'un qui va nous dire moi j'ai la solution pour survivre et on ne sait pas trop ce qu'il va nous présenter. En tout cas, nous, en tant que sociologue, en tant que scientifique, on est face aussi à ce problème. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de grands livrets qui vont résumer, il n'y a plus de Bible en fait du mouvement et justement les individus aussi sont face à ce problème-là, c'est-à-dire qu'ils vont aller piocher. Moi, je l'ai vu chez les survivalistes, on va croire en fait à l'effondrement écologique, et puis on va croire au complot gouvernemental, puis après on va croire aux IEM, par exemple, aux impulsions électromagnétiques, et puis on va croire aux cloches de l'apocalypse, des choses complètement mystiques, parce que on aura pioché dans 3-4 vidéos différentes, dans 5-6 sites, et peut-être un essai de 2-3 essais différents, et on va construire son identité autour de différentes tendances, de différents écrits, etc., etc. Au lieu qu'auparavant, on avait le livre, on avait un livre unique, on avait les magazines Survivor de Kurt Saxon, on avait ensuite ces petites lettres, ces newsletters qui étaient envoyées, qui nous disaient, bon voilà, c'est ça être survivaliste. Alors bien sûr, il reste des grandes figures du mouvement où on peut penser qu'il y a une philosophie qui a été construite, mais ce que j'ai pu voir, moi, après mon terrain, c'est que ces grandes figures ne sont pas trop connues. Sont pas trop connus. En fait, ce qu'on connaît le plus, en fait, c'est les influenceurs. C'est des blogueurs qui ont un quart d'heure de mérite, de gloire, mais qui peuvent disparaître du jour au lendemain aussi. Et donc, c'est assez difficile à nous d'étudier ça, en tout cas pour faire ces typologies aussi, que moi j'adore faire des typologies, mais c'est des typologies fluctuantes, comment appeler Schutz déjà, des types et qualités, des typologies qui changeaient du jour au lendemain, en fait. De toute façon, dès le départ, Max Weber, hein, qui est un peu l'inventeur de la typologie, disait que la typologie est une façon d'illustrer la réalité, mais n'est pas nécessairement la réalité en tant que telle. Bien sûr. Mais je trouve, c'était très intéressant. Je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé ce dialogue. Je vous en prie. C'est ça et je pense qu'il faut le souligner du côté de votre université où vous pratiquez cette sociologie de l'imaginaire. Je trouve ça très intéressant. Comme je disais, j'ai lu aussi, j'ai commencé à lire le bouquin Vegan Order de Mme Selka aussi, que je trouvais intéressant parce que ça nous parlait peut-être un peu plus de l'extrême gauche. Qui a ses propres récits aussi. Bon, je nous souhaite, post-pandémie, de pouvoir se rencontrer
de manière réelle. Moi, je vais vous avouer, j'ai décidé de faire ça parce que mon but au départ, après avoir lu votre livre, c'était de vous inviter au Canada à faire une Ah, conférence. Mais bon, ça ne s'est pas matérialisé. Mais disons qu'on fait une petite pratique aujourd'hui pour plus tard. Et, j'espère, ouais. oui, oui, on va s'en sortir là. Ça s'en vient. On va bientôt tous être vaccinés. Mais bon, c'est ça. Là, juste en terminant, peut-être, vous me disiez que c'est ça, vous ne travaillez plus maintenant sur le survivalisme, vous travaillez sur autre chose. On peut savoir un petit peu, un petit preview, comme on dit. Ah oui, si vous voulez. Je travaille sur plusieurs choses en fait. Je vais essayer de présenter une partie au congrès de l'AISLF, Association internationale de sociologues de langue Oui, française, en distanciel aussi malheureusement. ouais. Euh, je travaille en fait sur l'obsession comptable aussi. L'obsession Ah, comptable aujourd'hui, cette idée d'exponentielle aussi, cette idée d'exponentielle qu'on voit partout. Euh, euh, est-ce que le chiffre qui était la lumière de l'Occident aujourd'hui a toujours son aspect autant lumineux? Autrement dit, d'aspect métaphorique, est-ce que tous les chiffres qu'on voit autour de la Covid, tous les chiffres qu'on voit autour des événements catastrophes, en fait, nous éclairent? Je pense qu'on est face plutôt à ce qu'on appelle, ce que la philosophe Annie Lebrun appelle une pollution lumineuse. Une pollution lumineuse, un excès de lumière qui fait qu'il y a un aspect déréalisant, hein. On a parlé d'hyper-réalité, on est peut-être là aussi dans la simulation, en fait, plus qu'autre chose. Ouais. mais en fait, c'est fascinant parce que, bon, comme je vous disais tout à l'heure, avant qu'on entre en onde, moi, il y a une semaine, j'ai eu le vaccin AstraZeneca et puis depuis ce temps-là, avant et pendant et après, je consulte tous les chiffres sur le Mm. vaccin. Ouais. Et comme je vous disais, j'ai beau consulter tous les chiffres, avoir tout le rationnel, Ouais. savoir, ça ne m'enlève pas une certaine anxiété. Mm. Et d'ailleurs, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, pour ce qui est du vaccin AstraZeneca, ils ont des difficultés à le passer. Les gens n'en veulent pas, ils veulent avoir les Oui, autres. c'est pareil. Ils Mm. veulent avoir les autres. Au point où là, ils se sont dit, bon, ben, si vous voulez, parce que moi, en fait, si j'ai eu le vaccin AstraZeneca, c'est parce qu'ils ont baissé l'âge. Ils n'étaient pas supposés, ils n'étaient pas rendus Mm. là, mais ils ont dit, ben, les 50 ans et plus, si vous voulez, vous pouvez l'avoir tout de suite, mais c'est l'AstraZeneca. Alors, on a été mis face à un dilemme. Soit j'attends et j'ai le Pfizer un peu plus Ouais. tard, ou j'ai l'AstraZeneca tout de suite. Mm. Et donc, bon, je me suis guidé, comme je le fais toujours, par la science, justement par les chiffres. Mais bon Dieu, ce que j'ai consulté d'études et de chiffres. Puis là, je suis allé lire des études. Mais je fais ça depuis le début, mais là, ça s'est comme accéléré. Je suis allé lire toutes les études sur le vaccin, les effets secondaires, tout ça. Comme je vous disais, une surabondance d'informations. Puis je trouve ça intéressant quand vous parlez des survivalistes, parce que je sais que je fais un parallèle un peu personnel, mais bon, c'est une expérience que, comment je pourrais dire, je me suis mis cette semaine un peu dans la peau justement des survivalistes et des complotistes en me disant, ah, ben c'est comme ça, c'est ça leurs anxiétés, leurs angoisses qu'ils vivent, là, jusqu'à un certain point. Et ça correspondait à votre livre parce que c'est ça, j'ai surabondance d'informations, surabondance de chiffres qui ne parviennent pas à enlever l'espèce de peur qui est très humaine. Et je me suis fait dire par plein de gens, oui, mais c'est humain, tu vois. C'est Ouais. humain, la peur. Mm. Et un peu, je trouve que dans votre livre, dans votre propos, je trouve ça intéressant. Et ça m'aide à faire du sens. Finalement, je suis en train de faire Mm. mon autofiction personnelle. Mhm. Mais remarque, je préfère faire l'autofiction à partir de la sociologie qu'à partir de théorie du complot. Il y a quand même une différence entre les deux. Mais quelque part, je peux comprendre, et je pense que je l'ai compris encore plus cette semaine, que c'est votre critique finalement que vous êtes en train de faire du système techno-scientifique, là un peu, Mm. qui ne parvient pas, malgré tous ces chiffres, à nous rassurer finalement. Mm. Et puis, Ouais. bon, là, je le mets sur un plan personnel, mais de toute évidence, je ne suis pas le seul parce que les gens ont peur de l'AstraZeneca. Mm. Et pourtant, on nous bombarde de chiffres tous les jours, de statistiques pour nous dire que les probabilités sont très, très minces, tout ça. Et reste qu'il y a une résistance quand même dans la population parce qu'il y a un risque. Alors que, bon, c'est très bien, le risque zéro n'existe pas.
Bien sûr, bien sûr. Mais voilà, donc vous travaillez là-dessus. Voilà, oui, je travaille. J'ai trouvé ça chez aussi. Bon, je vous parlais de Gunther Anders, le devenir laboratoire du monde. Cette idée où Anders le dit par rapport au camp, hein, un mort égale un mort, ça c'est indéniable, on le sait quand on a un proche qui décède, on a toute une construction derrière, on pleure, on ressent la chose. Mais quand on parle de 2, 3, 5, 6 000, 100 000 morts, on a eu en France, est-ce que c'est des morts, est-ce que c'est des individus, ou est-ce que c'est que des chiffres? Autrement dit, ce que le mathématicien, j'ai son livre là sous les yeux, Benoît Ritaud, la peur exponentielle, euh, euh, appelle la sacralité du chiffre aussi, la sacralité et la mystique du chiffre. C'est-à-dire que le chiffre est tellement omniprésent, ou en tout cas, il a perdu son intellectualité au profit d'une valeur sacrale, une valeur mystique. Et le principe, selon lui, c'est à vérifier, hein, je suis vraiment en cours, je le relis en fait, hein, l'ouvrage, mais la sacralité, la mystique, c'est la dépossession de la capacité de la faculté de juger, de la faculté rationnelle de juger en fait. On est face à la sidération. Et je pense que ce qu'on voit là avec cette multiplication des chiffres, on a envie d'en savoir plus, on va reconsulter des chiffres, mais en finalité, est-ce qu'on n'est pas emporté par un second chiffre? Est-ce qu'on n'est pas emporté? Et est-ce qu'on arrive à maîtriser en fait tout ça? Est-ce qu'on n'est pas tout simplement sidéré? Excusez-moi, Non, du ça va, bruit ça à va, côté de chez moi. ça va. Voilà, c'était le Mais problème. Je vous avais dit, il ne faut pas le prendre trop tard parce que voilà, non, après j'ai mais la ça va, mais circulation. c'est intéressant. Non, c'est Ouais. extrêmement intéressant ce que vous dites parce que euh, les complotistes utilisent beaucoup les chiffres. Oui. Mhm. Oui, Ils oui, les utilisent mal, ils ne les comprennent pas, ils les c'est réinterprètent, ça. mais ils Mhm. ont toute une mystique du chiffre, justement, Oui, et oui. ils ont poussé à leur Mhm. extrême la mystique du chiffre. Mhm. Si je fais l'erreur de discuter sur les réseaux sociaux avec un complotiste, Mhm. il me bombarde tout de suite de tableaux statistiques tout croche parce que je connais les statistiques, tout ça, mais Mhm. il me présente ça comme une sacralité, Oui, justement. oui. Mhm. Même si le chiffre a aucun sens, j'ai un Oui, chiffre, oui. puis il va en fait dans le sens que moi je lui donne, Mhm. et ils les utilisent beaucoup, les chiffres. Moi, j'ai Mhm. des blogueurs complotistes que j'observe, ils font des émissions comme ça sur YouTube, ils passent 1 heure à nous montrer des Mhm. tableaux, c'est n'importe quoi. Mhm. Oui, oui. Mais c'est présenté, et à un moment donné, je me suis surpris moi-même dans mes propres cours à présenter des statistiques à des étudiants. Puis à un moment donné, j'avais un étudiant qui était plus ou moins complotiste. Et puis je lui dis, ben, il contestait un peu des statistiques que je lui donnais. Et puis à un moment donné, il était irrité parce que peut-être je lui présentais ça un peu comme une finalité, la statistique. Et il m'a dit, mais monsieur, c'est juste des chiffres. Alors moi, quand il m'avait dit ça, moi, j'étais complètement décontenancé. Mais Mhm. là, mon univers à moi s'effondrait. C'est-à-dire qu'à Ouais, ouais. partir du moment où tu n'acceptes plus la vérité des Mhm. chiffres, moi, je ne sais plus quoi faire. Mhm. Alors, c'est pas un peu ce phénomène-là que vous expliquez là. Oui, oui, j'essaie, je commence l'enquête. Le problème, c'est difficile actuellement de faire Oui, des entretiens et autres, mais je pense que je ferai des questionnaires. Il faudrait que j'essaie de voir de passer là-dessus, en fait, hein. On n'a pas trop le choix. Questionnaire sur Internet, ça va être difficile, la représentativité. Là, ça va être la grosse question maintenant qui va se poser. Mais bon, va falloir que nos terrains, nos méthodes changent. Et bien sûr, aussi, ce que j'essaie de faire pour les survivalistes, l'ethnographie du net, explorer les blogs et autres, je pense que ce sera une solution, hein, pour l'administration de la oui, preuve. Mais oui, c'est ça. oui. Mais sur le plan méthodologique, moi, je trouve que, bon, si on prend les survivalistes, l'extrême droite, tout ça, moi, Hmm. souvent, des gens qui m'ont reproché de dire, ah, ben, pourquoi vous n'avez pas fait d'entrevue, tout ça, ben, je dis, c'est parce qu'ils sont Hmm. très bavards sur le net. Il y a du matériel. Ah oui, Ah, oui, mais je oui, veux c'est dire, ça. il y a Ouais. énormément de matériel maintenant. Hmm. Hmm. Alors, Hmm. le seul truc, par contre, c'est qu'il faut tout emmagasiner parce que justement, Hmm. la caractéristique de l'Internet, c'est que c'est éphémère. Hmm. Souvent, hein, Hmm. quelqu'un peut enlever ce qu'il a mis et puis tout Ouais. ça. Alors, Hmm. mais on a des banques de données, nous, exponentielles là, de Hmm. tout ce qu'on ramasse sur l'Internet. Donc, il Hmm. vient un moment donné où, sur le plan méthodologique, moi, il y a une certaine remise en question du terrain plus traditionnel là, en tant Hmm. que tel. Et puis, il faut le dire aussi, il y a beaucoup
pendant cette pandémie, la plupart des échanges sociaux se déroulent sur le net, quoi. Et tantôt, vous disiez, on est représenté par des chiffres. Moi, je trouve qu'on est aussi représenté par des écrans. C'est-à-dire que c'est essentiellement, en ce moment, je ne sais pas ce que ça va faire quand la pandémie va être terminée, parce qu'il y a des changements technologiques quand même qui se passent là. Je ne sais pas comment vous vivez ça chez vous, mais nous ici, l'enseignement à distance et puis tout ça, qu'est-ce qui va en rester à la fin, je ne sais pas. Mais en tout cas, on pourrait en parler pendant des heures, mais on va s'arrêter. Ouais. Tout ça, c'est fort intéressant. Et merci beaucoup, Bertrand Vidal. Je vous en prie, c'était un plaisir aussi. Nous aurons le plaisir de se reparler un de ces jours en présentiel. Et je vous donne rendez-vous pour un autre épisode bientôt de Dialogue sur la recherche. Merci à vous et à bientôt.